taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Khady Bamba Diagne, bonjour. Bonjour Bayoma. Alors vous êtes économiste, auteur de plusieurs ouvrages, on peut en citer 2, Régulation bancaire et financement de l'économie dans les pays de l'UEMOA, comment votent les Sénégalais. Vous avez également publié plus d'une centaine d'articles. Oui, Khady Bamba Diagne, parlons d'actualité avec ce différend qui oppose les communautés de Guet Ndar, de Mboro et de Kayar. Alors, dites-nous, l'enquête est en cours pour trancher un tel problème. Oui, comment analysez-vous ce conflit entre communautés dans un secteur clé qu'est la pêche au cœur de l'exploitation du pétrole et du gaz? Merci beaucoup, Baye Omar. En tant que lébou même, ça me fait très mal. Parce que je pense que on a commencé à exploiter le pétrole. Il faut que les gens commencent à comprendre qu'il y a des causes profondes. Oui. Il y a la rareté du produit. Et donc, les communautés s'organisent pour protéger leur espace. Nous sommes tous des Sénégalais. Maintenant, si l'exploitation du pétrole qui devait entraîner quelque part une étude sérieuse de la part de l'exécutif pour voir comment compenser cette perte de la pêche quelque part sur certaines zones où on exploite le pétrole pour pouvoir aider certains pêcheurs à commencer à cultiver du poisson et qu'on constate que ce travail n'a pas été fait et donc on constate qu'il y a une rareté du poisson, les communautés vont se battre parce que certains vont essayer de protéger leur zone et donc moi je pense que c'est le début d'une crise et il faut qu'on ait le courage d'essayer d'analyser la chose. On n'a pas anticipé. En fait, on n'a pas anticipé premièrement, mais l'analyse qu'on fait de la situation n'est pas bonne. C'est pas une bonne analyse. C'est-à-dire? La bonne analyse, c'est que il y a maintenant la rareté du poisson. C'est le lien avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Tout à fait. Il y a un impact environnemental. Mais c'est ça le problème. Tout le monde, on dit depuis Mathusalem que l'exploitation du pétrole et du gaz va impacter négativement la pêche. Maintenant, on dit que oui, l'exploitation, c'est à je ne sais pas combien de miles, mais le problème n'est pas à ce niveau. Le bruit de l'exploitation va impacter la pêche. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de vivre le premier épisode. Il faut que l'État maintenant, avec les compagnies pétrolières, essaie de trouver une solution pour permettre une alternative, permettre à certains pêcheurs de commencer à cultiver du poisson. Mais si on pense que c'est une affaire juste de Guet Ndar et de Kayar, demain, si l'exploitation atteint sa vitesse de croisière, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur l'océan, mais je pense que ces genres de conflits-là peut perdurer et c'est pas une bonne chose. Oui, mais comment justement dans le fond, au lieu de penser aux revenus qu'entraînerait l'exploitation du pétrole et du gaz, fallait-il étudier, planifier avant d'en arriver à des situations de cette nature? Mais c'est pour cela que mon problème c'est que cette année électorale devait être utilisée pour ça. Qu'on puisse challenger les candidats, challenger les programmes pour voir est-ce que le futur président de la République prend en compte sérieusement les problèmes. Parce que l'exploitation du pétrole peut avoir des conséquences positives comme il peut avoir des conséquences négatives. Maintenant, dans tous les pays du monde, on va prendre sur les ressources pour quelque part amortir les pertes, les conséquences négatives. Et dans les conséquences négatives, c'est que l'exploitation du pétrole va impacter dans le sous-secteur de la pêche. Oui. Maintenant, mais quelle est déjà la situation de ce secteur? Parce que quand même, que ce soit la pêche, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, justement, ont leur contribution dans le PIB sénégalais aussi. La part n'est pas importante, c'est ça le problème. Et c'est là où se trouvent 70% des Sénégalais. C'est-à-dire que 70% par exemple, dans le secteur de la pêche? Oui, dans le secteur de la pêche, c'est entre 4
à 4,5 la contribution sur un point de croissance. Après, il y a l'élevage, après, il y a l'agriculture. En tout cas, les trois tournent autour de 17% sur un point de croissance. Et 70% des Sénégalais se trouvent dans ce secteur-là. Oui. Donc, si ce secteur-là n'apporte pas une contribution significative sur un point de croissance, ça veut dire que tu ne vas pas réduire la pauvreté, tu ne vas pas réduire les inégalités. Et malheureusement, on prend des décisions des décisions qui vont impacter négativement encore sur ce secteur. Parce que l'exploitation du pétrole va impacter sur la pêche. Il faut exploiter le pétrole. Mais avant l'exploitation, on devait réfléchir sur comment amortir les pertes ou bien comment shifter même pour permettre à ces pêcheurs-là d'avoir d'autres moyens, d'autres façons, comme les pays quelque part nordiques, de faire la pisciculture pour quelque part diminuer la perte et leur permettre aussi d'avoir des ressources financières. Maintenant, si ça impacte sur les pêcheurs, et d'habitude beaucoup de mes parents pêcheurs n'ont pas fait des études supérieures, c'est des pêcheurs, ils sont nés pêcheurs, ils sont nés dans l'océan et c'est le seul job en fait qu'ils connaissent. Et le poisson se raréfie. Et plus le poisson se raréfie, plus le Sénégalais même en fait va débourser encore plus d'argent pour avoir en fait du poisson noble. Le grand problème, c'est que les pêcheurs vont ressentir les premières brûlures, mais c'est le peuple qui va ressentir après toutes les conséquences, parce que si le poisson devient rare, en économie on dit que tout ce qui est rare est cher. Et le poisson va encore devenir de plus en plus cher, parce que je pense que l'exploitation du pétrole ne peut pas rimer avec une abondance du poisson. C'est là où l'État devait investir maintenant sur la pisciculture pour au moins amortir. Mais oui, justement, il est même reproché à l'État de privilégier ces bateaux étrangers. Personne ne peut comprendre comment l'État peut signer avec l'Union européenne pour 5 ans. Je pense que ça tourne autour de 10 milliards, le contrat pour permettre aux bateaux de l'Union européenne de venir pêcher ici. On dit que oui, ils vont pêcher des poissons que nous nommons du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas avoir exactement les informations sur la pêche de ces grands bateaux-là. Et ces grands bateaux-là, c'est-à-dire que les grands bateaux posent problème, le pétrole pose encore un autre problème. Et donc, le pêcheur, lui, il n'a rien. Il n'est pas malheureusement organisé parce qu'ils ont commencé à se battre entre eux. Ils ne sont pas organisés. Ce n'est pas de grands intellectuels qui vont poser les débats avant l'exploitation du pétrole. Ce n'est pas de grands intellectuels qui vont demander au ministre de la Pêche pourquoi, quelque part, signer des contrats avec l'Union européenne pour 10 milliards. Même si c'est des poissons que nous n'utilisons pas, laissez-nous la prérogative de vendre ces poissons-là à l'Union européenne. Pourquoi laisser les bateaux de l'Union européenne venir pêcher nos poissons aussi simplement? Et je suis sûr et certain qu'ils vont pêcher n'importe quel poisson parce que dans l'océan... Le contrôle n'est même pas effectif. Ça, c'est clair. Même s'il y a quelqu'un qui va être au bateau, mais bon, je pense que c'est pas sérieux. Il faut quelque part que les gens prennent ce problème-là, essayer de le résoudre d'une manière beaucoup plus holistique. C'est pas que Guet Ndar et Kayar. Il faut voir qu'est-ce qui a causé cela. Et je pense que c'est la rareté du poisson qui justifie que Kayar ou comment dirais-je, Mboro et Guet Ndar viennent jusqu'à Kayar. Et demain, ça peut être des pêcheurs qui vont aller jusqu'à Ziguinchor aussi. Ça peut aussi. On n'a pas bien diagnostiqué le problème. Et quand on ne diagnostique pas le problème, on n'a que de fausses solutions. Oui, on n'a que de fausses solutions parce que les problèmes au départ ne sont pas bien diagnostiqués. Alors, Khadim Bamba Diagne, nous avons parlé de ce sous-secteur de l'économie. On a parlé de la pêche, on a parlé aussi de l'élevage, de l'agriculture. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème? C'est la définition de nos politiques publiques. Comment en est-on arrivé là? Mais c'est que le problème est que on avait une économie de rente. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal est un pays colonisé et donc qui travaillait pour les métropoles. On produisait et toute notre production était importée. Et donc, après l'indépendance, on n'a pas changé quelque part la structure de l'économie, l'approche. Et donc, là où se trouvent les Sénégalais, c'est là où la contribution est plus faible. Et il appartenait à l'État de mettre en place des mécanismes pour permettre aux plus pauvres d'avoir une contribution significative. Aujourd'hui, l'agriculture, par exemple, dans le secteur de l'arachide, aujourd'hui,
Mais on produit depuis Mathusalem de l'arachide, on ne peut même pas transformer toute notre arachide. C'est-à-dire que Sunayor n'a même pas cette année 30 000 graines. On nous dit entre griffes, parce qu'il faut prendre ces informations-là avec des pincettes, on a fait 1 900 000 ou 1 700 000 tonnes d'arachide. Alors Sunayor ne peut même pas avoir 30 000 graines. La deuxième chose, mais à part Sunayor, quelles sont les autres entreprises qui doivent transformer cet arachide-là en céréales? Il y a tellement de produits qu'on peut faire. C'est-à-dire que créer une chaîne de valeur de ces produits. Parce que le problème que nous avons dans nos pays, c'est un problème d'emploi. On a des jeunes qui ne travaillent pas. Pourquoi ils ne travaillent pas? Parce que simplement, on vend continuellement des produits primaires et on importe continuellement des produits finis. À partir de ce moment, quand tu importes un produit primaire, tu as vendu du travail. Quand tu importes un produit fini, tu as acheté du travail. Donc, un pays qui a besoin du travail, qui passe tout son temps à vendre du travail et à acheter du travail, mais continuellement, le chômage va être... Il n'y a pas de travail finalement. Tout à fait. Et justement, de ce point de vue, comment comprendre également qu'en restant dans le secteur de l'exploitation de nos ressources naturelles, le chef de l'État, dans son traditionnel message de 3 avril, avait invité du moins le secteur privé à s'intéresser justement à l'exploitation du pétrole et du gaz. Comment comprenez-vous cela? Le problème, c'est pas comme ça que ça se fait. On a besoin d'un État stratège, d'un État intelligent. C'est quoi un État intelligent? C'est au lieu de parler, oui, on va gagner cette année 53 milliards sur les revenus du pétrole, l'année prochaine on va gagner 70 milliards sur le pétrole. Un État stratège, c'est un État qui dit que, alors, les compagnies qui vont venir exploiter nos pétroles ont besoin de quoi? Ces compagnies-là ont besoin de produits X, ce qu'on appelle en termes d'approvisionnement. Ils doivent dépenser pour cette année 3 000 milliards. Moi, État, comment faire pour aider le secteur privé sénégalais à pouvoir fournir les besoins, satisfaire les besoins de ces entreprises-là? Parce que si j'arrive à mettre en place des mécanismes pour permettre aux entreprises sénégalaises de pouvoir gagner un marché de 3 000 milliards, vous voyez le nombre d'emplois qu'on va créer après. Chaque emploi, ce qu'il va créer en termes d'impôt sur le revenu, ce qu'il va payer en termes de TVA, ce qu'il va payer en termes d'impôt sur le bénéfice, combien l'État va gagner en termes de ressources. Mais si l'État se focalise sur les 53 milliards, les 73 milliards, ça veut dire que cet État n'a pas compris. Et ce qui fait le plus mal, cette année, les entreprises qui sont dans le secteur minier ont eu un besoin d'approvisionnement de 2865 milliards. Il n'y a que 280 milliards que le marché sénégalais pouvait satisfaire. Les 2500 milliards ont quitté le pays. Il y a certains même qui, même pour leur alimentation, ils l'importent du Brésil ou bien de l'Angleterre. Et je pense que c'est ça qui manque. C'est ça, l'absence de stratégie, tout à fait, d'intelligence. Parce que là, l'entreprise sénégalaise a besoin d'être coachée. Parce que dans tous les pays du monde, c'est l'État qui coach l'entreprise. En France, souvent, vous entendez Macron a des problèmes avec le MEDEF, mais Macron n'ose pas voyager en Afrique sans le MEDEF. Parce que Macron dit que même si j'ai des problèmes avec le mouvement des entreprises françaises, mais si l'entreprise française s'installe au Sénégal, tout ce que l'entreprise gagne, moi, en tant qu'État français, j'ai ma part. Oui, mais on a observé souvent l'interventionnisme des grands États comme les États-Unis, comme la France, un peu partout, pour un peu propulser leurs entreprises qui sont même en difficulté, à leur trouver même des marchés en Afrique. Et le malheur est que c'est nous qui avons besoin du travail, qui donnons ces marchés-là à ces entreprises-là, qui ont des niveaux ces pays-là qui ont des niveaux de chômage très faibles, mais pour cette faiblesse-là, il faut leur trouver même du travail. Ou en Afrique, là où les gens ont besoin du travail, c'est-à-dire qu'on envoie même des travailleurs. Et parfois, la stratégie aussi qui mérite d'être corrigée, ces grandes entreprises-là, quand ils viennent chez nous, je donne un exemple, ils ont une radio qui s'appelle Sud FM. Il y a 100 personnes qui y travaillent. Ils viennent avec au moins 2 personnes.
le directeur et le directeur financier. Ils disent oui, il y a 98 sont des Sénégalais, il n'y a que deux Français. Qui gagnent combien? Mais ils gagnent tout. Non, en plus, ils contrôlent tout. Et tu ne verras que du feu. Parce que dans le domaine du pétrolier, aujourd'hui, nous sommes une économie pétrolière. Est-ce qu'on a préparé des financiers, des juristes, parce que il y a tellement de métiers dans le pétrole. Est-ce qu'on sait négocier? Est-ce qu'on a des avocats d'affaires pour négocier sur certains secteurs? Est-ce qu'on a des financiers? Parce que dans notre administration centrale, il n'y a pas de financiers. Moi, je suis docteur en banque et finance. Je vous donne un exemple très simple. Ce qu'on appelle chez nous les régies financières, impôts, douanes, trésors, ne sont pas des financiers. Ils ne savent même pas faire un montage financier. Régime Murphy, régime d'intégration fiscale, comment je dois faire pour faire une fusion, acquisition, absorption, partenariat, alliance, symbiose, toutes ces stratégies-là que les grandes entreprises font, parce que ces entreprises-là travaillent avec de grands cabinets, il n'y a pas de répondant. Donc le problème, ce n'est pas simplement l'exploitation du pétrole. Ils vont venir exploiter ton pétrole, mais ils vont te laisser le minimum de ressources possibles. Parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais est-ce qu'on a demandé aux universités de commencer à former des juristes sur les métiers du pétrole? Parce que c'est des contrats. Mais quel type de contrat? Si nous, on avait l'habitude parfois de former des jeunes Sénégalais pour être avocats, magistrats, je ne sais pas, trucs d'affaires, directeur des affaires juridiques. Après, on a le pétrole, on a une économie, l'économie du pétrole, mais tout va changer. On a besoin maintenant de former des juristes capables de négocier, capables de comprendre certains termes purement, quelque part, techniques dans le domaine du pétrole, des financiers, des économistes, mais malheureusement, on a créé une petite école de pétrole et du gaz qui va former des ingénieurs qui vont juste travailler sur les plateformes, mais au lieu que l'État pense que ces grandes entreprises-là, et l'affaire Timis Corporate, Timis est éloquent. Il est venu, il nous a dribblé, il est parti. Il est venu, taf, il nous a dribblé, il a pris notre argent, il a vendu là, il est parti avec son argent. Il doit payer un peu, il n'a rien payé, il est parti. Pourquoi? Parce que simplement, on n'a pas des avocats d'affaires ou bien des juristes d'affaires pour voir les contrats, comment faire pour jouer avec ces grandes entreprises-là qui vont, mais de toute façon, jouer avec nous pour dépenser le minimum possible. Oui, alors, l'impact, donc, finalement, c'est la question, l'impact de ces revenus sur le vécu du Sénégalais lambda. Aujourd'hui, ça ne se ressent pas. Dites-moi, l'espoir est permis au regard, justement, de ces énormes sommes qui sont annoncées. À votre niveau, est-ce qu'il y a aujourd'hui nécessité de penser quelque part que ces revenus vont nous permettre des lendemains meilleurs? On ne va pas le sentir si on ne change pas de stratégie. Parce que cette somme, c'est quoi? Même en 2030, 2032, on va avoir notre premier milliard de dollars. Parce qu'on devait l'attendre en 2029, mais avec la crise de la Covid et de la guerre ukrainienne, ça a été repoussé. Ça doit être repoussé jusqu'à 2032, 2031, 2032. On va avoir notre premier milliard, ça veut dire 700 milliards de francs CFA. Mais c'est quoi 700 milliards de francs CFA pour un État où même la fiscalité intérieure fait plus de 3500 milliards? C'est 1000 fois rien. Mais là où on doit faire focus pour gagner, c'est pas au niveau du revenu, mais c'est les marchés. Tu développes ton secteur privé national pour capter parce que quand tu captes des marchés de 2500, 3000, 3500 milliards, c'est beaucoup plus intéressant que de 500 milliards ou 200 milliards ou 300 milliards. Ce travail-là n'a pas été fait. La deuxième chose, c'est pas une école de formation qui règle le problème du pétrole, c'est les universités. C'est les universités. C'est-à-dire que toutes les universités devaient être accompagnées pour former des juristes, des financiers, des économistes qui vont accompagner ce nouveau secteur-là. Mais cela devrait impacter aussi justement l'organisation du tissu industriel, non? Mais ce qu'on appelle l'écosystème. Oui. Parce que quand vous avez le pétrole, un État dit que j'ai le pétrole, je vais tout faire pour raffiner mon pétrole ici. Oui. Est-ce qu'on a réfléchi sur notre raffinerie SAR? SAR n'a pas les moyens de raffiner tout le pétrole. Mais oui, SAR, c'est une très petite raffinerie. Alors, comment faire pour augmenter les capacités de la SAR? Est-ce que les gens en parlent?
Je ne le pense pas, parce qu'on a voulu même vendre la SAR quand on a découvert le pétrole. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est quand tu raffines ton pétrole, tu peux maintenant jouer sur le coût de ton pétrole. Comment casser le prix de l'énergie? Parce qu'une fois que tu casses le prix de l'énergie est moins chère, elle est abondante, toutes les entreprises vont venir s'installer au Sénégal. Parce que le problème de l'entreprise, c'est deux choses, c'est la fiscalité, c'est l'énergie. Si l'énergie est disponible et elle n'est pas chère, elles vont venir. Et quand elles viennent, elles recrutent, elles payent des impôts. C'est ça un État stratège. C'est-à-dire que je mets en place des stratégies, l'environnement des affaires pour attirer les investisseurs directs étrangers. Mais malheureusement, moi je pense que tout ça, pour moi, c'était le combat, c'était le débat d'un an avant les élections, qu'on puisse challenger les hommes politiques pour leur donner les bons arguments pour qu'ils viennent le prochain président en 2024, comprendre que pour changer les choses maintenant, il a besoin de ne pas se focaliser sur les revenus du pétrole, mais sur l'écosystème, mais sur l'environnement des affaires, mais aussi sur le marché que le pétrole offre au Sénégal et aussi les produits dérivés. Voilà qui nous ramène également à la situation. On est à l'heure des fêtes. Les chrétiens se préparent pour Pâques, mais également la Corité s'approche pour les musulmans, mais dans un marché difficile par rapport à l'accès aux denrées de première nécessité aujourd'hui. Quelque part, on a vu se développer justement des succursales comme China Mall aujourd'hui après Auchan. Khadib Bamba, en tant qu'économiste, l'organisation du commerce intérieur ne pose-t-il pas problème? Ça pose problème et parfois on ne comprend pas comment... pour moi, c'est l'absence d'un État stratège qui ne cherche pas son intérêt à moyen et long terme. Parce qu'aujourd'hui, les pays développés, ils ont un problème. Auchan, je n'ai rien contre Auchan, au Casino, au Carrefour, je vais citer toutes les gammes. China Mall. Alors, ils ont un adversaire de taille chez eux, c'est Amazon par exemple. Amazon maintenant qui dit que la technologie est pour abolir les peines de l'homme, est là pour abolir les peines de l'homme. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer jusqu'à la grande surface pour acheter. Dites-moi ce que vous voulez. Moi, je suis avec les tchak-tchak, par exemple. Je vous livre tout ce que vous voulez. Moins cher. Et ça veut dire que beaucoup de gens vont utiliser Amazon pour acheter moins cher sans se déplacer et avoir les produits chez soi. Maintenant, donc ces entreprises-là devaient disparaître. De deux choses l'une, ou elles acceptent de rester là-bas ou de s'adapter, ou bien de s'adapter, de venir en Afrique pour s'installer. Maintenant, quand elles viennent en Afrique, c'est-à-dire qu'elles tuent le petit commerce en Afrique. Elles visent la classe moyenne africaine. C'est ça. Et c'est cette classe moyenne-là qui dépense le plus. Maintenant, si vous les laissez s'installer, dans un premier temps, certains, je dis souvent, la classe moyenne va dire que oui, ça va, c'est intéressant, oui, c'est plus simple, oui, il y a l'économie d'envergure, l'économie d'échelle, j'achète moins cher, ainsi de suite. Mais le problème, c'est quoi? Tu vas encore, je le dis souvent à mes amis, si vous achetez, nous achetons dans ces grandes surfaces-là, mais après, nous allons beaucoup plus aider notre tante à gauche, notre cousin à droite, parce que maintenant, il y a d'autres qui vont perdre leur job, parce que ce petit commerce qu'il avait, celui qui avait une quincaillerie maintenant, comment les petits quincailleries vont résister à China Mall? C'est pas possible. C'est difficile. Parce que China Mall à tout, met en place à un prix accessible. Tout à fait, parce qu'il joue sur l'économie d'échelle et l'économie d'envergure. C'est quoi l'économie d'échelle? C'est-à-dire, là où Baye Omar achète 2 appareils, China Mall achète 50 000 appareils avec un seul déplacement, donc le coût est faible. Il peut vendre moins cher. Donc vous ne pouvez pas vous battre dans la même catégorie que China Mall. Deuxièmement, l'économie d'envergure. Tu pouvais acheter un marteau ici, acheter quelque part des produits décoratifs là-bas. Tu dis que viens, j'ai tout ici. Donc toi tu dis que mais c'est plus simple. Dans un package où tu as tout. Et à partir de ce moment, qui peut concurrencer ces grandes entreprises-là? Nous n'avons pas créé en place des champions, on n'a pas organisé, on n'a pas protégé, et on sait le faire. Ce qui est bizarre, on l'a fait avec le domaine, avec les poulets.
Oui, avec Ngom, avec Sedima. Oui, on l'a Sedima, fait. oui. Ça a marché. Quand on a fermé les frontières, Ça a marché. oui, on a développé à l'intérieur et ça permet le secteur de se développer. Ça a marché et je ne le souhaite pas. S'il y avait une crise internationale, le Sénégal ne va pas avoir des problèmes de se ravitailler en poulet. Mais dans les autres secteurs, voilà. Parce qu'à un moment donné, on a été pénétré par les cuisses et toute cette gamme-là, et finalement, il a fallu une décision forte pour protéger le marché intérieur. Et c'est ça, la stratégie. Oui. Ça veut dire que si on l'a fait dans un domaine, on peut le faire dans tous les domaines. Maintenant, si on laisse nos frontières en disant que oui, tout le monde peut venir, on tue encore du travail. Et parfois, quel travail? Ceux qui sont dans l'informel, c'est des gens qui se battent pour joindre les deux bouts. Voilà, qui mettent en place quelque chose, bon an, mal an, qui achetaient des marchandises en Chine, venir vendre. Maintenant, les Chinois viennent, coupent quelque part ce business du Sénégalais. Maintenant, on va venir vous vendre les produits chez vous. Maintenant, quelles sont les conséquences sur les travailleurs? Il est normal de réfléchir sous l'angle mondial. On est dans le cadre de la mondialisation, mais où se situe l'intérêt justement de ces pays qui se voient se développer à l'intérieur d'autres canaux comme China Mall, comme Auchan, comme beaucoup de gammes de cette nature. Mais c'est quoi? C'est la structuration de notre économie qui est faible, qui n'a pas su se protéger. Où se situe le problème? L'absence d'un État stratège. C'est-à-dire que la mondialisation est une chance pour les uns et une menace pour les autres. Oui, mais China Mall, on en trouve également en France. Mais oui, c'est que... un peu partout. C'est comme je vous dis, la mondiale est une chance pour les uns et une menace pour les autres. Une opportunité, ça devrait être. Tout à fait. Maintenant, chaque État met en place des mécanismes pour voir, vous venez au Sénégal, c'est quoi mon intérêt sur votre business? Oui. Alors, si China Mall vend 24 heures de China on a Mall, dit de 700 mètres carrés d'articles. Mais je te dis, China Mall, 24 heures de China Mall équivaut à combien en termes de pertes des commerçants sénégalais? On fait un calcul, on fait des arbitrages. Si China Mall reste ici pendant 1 an, quel est le gain de China Mall? Quelle est la perte des autres secteurs? Parce que c'est de l'argent après qui va... On fait un arbitrage. Parce que l'idée chez nous, c'est quoi? Le Sénégalais qui gagne, l'argent reste au Sénégal. C'est pas la même chose que le Chinois qui gagne, le Français qui gagne. Parfois, quand les gens disent que le Sénégal d'abord, je pense que c'est Abdourahmane Diouf ou Boubacar Camara qui a ce concept, le Sénégal d'abord. L'idée, c'est quoi? Oui, nous voulons travailler avec le monde parce qu'on est dans la mondialisation. Mais il y a dans aucun texte, on interdit à un pays de protéger ses intérêts. Notre intérêt, c'est quoi? C'est que permettre, si Baye Omar gagne, Baye Omar dépense son argent au Sénégal, Baye Omar aide des Sénégalais, là, il y a en fait un effet ruissellement, un effet de diffusion de l'argent de Baye Omar à l'intérieur du Sénégal. Mais le Chinois qui ne sait même pas parler Wolof, s'il gagne, c'est pour rapatrier son argent. Maintenant, est-ce que moi je vais privilégier celui qui gagne et qui va dépenser son argent à l'intérieur du pays, ou bien l'autre qui gagne et qui parte avec son argent? Je pense que c'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Faudrait-il comprendre, expliquer où en sommes-nous par rapport à ce que vous appelez un État stratège, justement, pour quel gain pour notre économie aujourd'hui? Alors, si on avait un État stratège dans le domaine du pétrole, dans le domaine du gaz, dans le domaine de l'agriculture, on se pose les bonnes questions. On va se dire que maintenant, l'exemple le plus éloquent, c'est que on a aidé la Gambie à devenir, à avoir un nouveau président. On l'a aidé. C'est vrai qu'après, comme récompense, on a un pont. Le pont, qui est pour moi la plus belle infrastructure du président Macky Sall. Il faut le dire. Mais on devait avoir plus que ça. Ah oui? Ah oui. Les entreprises sénégalaises pouvaient gagner, mais toutes les infrastructures routières, ainsi Sud FM en Gambie, essayer de linker encore la Gambie et le Sénégal, parce qu'on a des intérêts avec les pays. Et là, maintenant, quand on aide... Ça s'est discuté, oui. Mais et quand on aide un pays à être plus démocratique, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est quoi? On peut aussi, les marchés de ces pays-là, on peut les capter. Parce que quand on crée cette fusion, cette relation forte entre la Gambie et le Sénégal, mais si on installe la paix durablement,
C'est un État stratège qu'il fait. Le Mali, vous mettez un train Dakar-Bamako. Tu vas sortir toute la chaîne de valeur. Oui. En fait, et puis de Dakar à Bamako. Oui. Maintenant, parce que je le dis souvent aux étudiants, je dis pourquoi la région de Tamba est plus pauvre que Casamance. Et la région de Tamba n'a jamais demandé de l'indépendance, parce qu'il y a toujours une relation, un échange avec le reste du Sénégal. Parce que tu pouvais quitter Tamba, venir à Dakar via le train, mais Ziguinchor n'était pas en fait sur le chemin du train. Sur le rail. C'est pour dire que le rail construit et ça protège notre... Mais tu crées des pôles économiques. Regarde Tambacounda, si tous les conteneurs du port qu'on doit acheminer au Mali maintenant sont déposés à Tamba, les Maliens viennent à Tamba pour prendre leur... Voyez comment tu vas créer une économie, un pôle au niveau de la région du Tamba. Mais tout est à Dakar, tout le monde vient à Dakar. Donc tu te poses la question, où est l'intelligence dans les décisions de l'État? Il faut que l'État maintenant... Dans les choix économiques. L'État doit commencer à dépasser le court terme. C'est-à-dire que le règne de l'urgence. On construit un bâtiment. Il y a des gens qui, pendant 200, 300 ans, parce que 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est 1000 fois rien dans la vie d'une nation. Mais on construit une nation à long terme. Chacun maintenant pose sa pierre et après, mais si à chaque fois on reprend à zéro, on fait une tabula rasa, jamais on va sortir de ce sous-développement-là. Parce que, j'ai dit souvent, aux amis de l'APR, quand ils me disent que oui, président, quand il venait, le PIB était de 2500 milliards. Aujourd'hui, non, le budget était de 2500 milliards. Aujourd'hui, on est à 6 000 milliards. Mais vous l'avez multiplié par 7. Quand Abdoulaye Wade venait, le budget était de 800 milliards. Il l'a multiplié par 3 en 12 ans. En 12 ans, vous l'avez multiplié par 2,7. C'est la dynamique de la continuité. C'est-à-dire que c'est pas de bon étalon de mesure. Un bon étalon de mesure, c'est quelle est la qualité de vie des Sénégalais. Parce que la finalité d'une politique économique, c'est l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Mais cela nous amène à nous questionner sur la redistribution des ressources également. Oui, éternel problème. Mais c'est ça le grand problème. Et ce qui est dommage, c'est que là où se trouvent les pauvres, c'est là où la production est faible. Donc toute la stratégie de l'État, c'est comment puiser des ressources pour accompagner, aider là où se trouvent les pauvres. Parce que l'inégalité des ressources au Sénégal, par exemple, quand on a interdit, quand l'État a arrêté le contrat téléphonique avec la Sonatel, on donnait, je pense, que des primes à ceux qui devaient avoir en fait des téléphones en ligne gratuitement, des primes supérieures au salaire de certains fonctionnaires. On donne quelqu'un une prime de téléphone de 500 000 ou de 350 000. Ce même État-là peut payer quelqu'un 40 000 francs ou 50 000 francs. C'est-à-dire comment on réduit les inégalités. Quelqu'un qui a un salaire, qui a des avantages, mais on ne peut pas avoir des avantages qui dépassent des salaires d'autres Sénégalais. Il faut réduire les inégalités. Gérer un pays, c'est démystifier la richesse, réduire les inégalités, permettre à chaque père de famille, mais de pouvoir quelque part gérer quelque part les fins du mois. Mais accepter des salaires de 40 000 francs et des salaires de 15-20 millions, pour moi, c'est quelle que soit la politique, ça n'a pas de sens. Gérer un État, c'est réduire les inégalités. C'est pour cela qu'au niveau de l'indice de développement humain, on recule. Le Sénégal recule.
Ah oui, on était à la 164e place, maintenant on est à 169e place. On a perdu 5 places. Pourquoi? Parce que quand on calcule l'indice de développement humain, on ne prend pas simplement la croissance, on prend la qualité de vie, la santé, toutes les autres variables qui impactent sur la qualité de vie. Et là, on recule. Et on recule grave. C'est pour cela que la croissance appartient à ceux qui ont contribué à sa réalisation. C'est-à-dire que chaque année, on dit ceux qui ont produit de la croissance, c'est Banque X, c'est entreprise Y. Mais si ce sont des entreprises étrangères, elles vont partir avec leur croissance. C'est clair. Donc, si vous n'aidez pas votre secteur privé, tout le débat, c'est dans le secteur privé. L'État pense que c'est le secteur privé qui a intérêt à avoir des marchés au Sénégal. Non, c'est l'État qui a intérêt. C'est ça un État intelligent. Pourquoi l'État a intérêt à ce que le secteur privé marche? Mais Omar, tout ce que tu achètes, l'État prend 18% TVA. Oui. Tout ce que tu achètes. Quand tu recrutes quelqu'un, l'État te dit que tu vas me payer impôt sur son revenu. Oui. Tu fais bénéfice, tu vas me payer 33% ou 30% de ton bénéfice. Mais comment un État, qui est le plus grand gagnant d'une entreprise qui marche, mais laisse son secteur privé et encourage, donne des marchés à d'autres entreprises venant d'autres pays? C'est quoi? C'est la différence entre l'homme d'État et l'homme politique? Il y a ça, mais aussi il y a le complexe de l'autre. Il y a aussi cette facilité de dire que oui, on va faire une route sans dépenser de l'argent, donc on va laisser l'autre venir avec son argent construire la route. Mais pourquoi l'autre le fait? Parce qu'il sait qu'il va gagner continuellement sur ça. Il ne faut pas... Vous voulez parler de l'exemple de l'autoroute à péage? L'autoroute, mais tout. L'autoroute à péage, le terre, mais tous les grands investissements que nous faisons, d'habitude, il n'y a pas beaucoup de réflexion, à l'exception du BRT. Mais le BRT, quand même, c'est une bonne opportunité. C'est une très bonne opportunité. Pour moi, c'est le deuxième meilleur projet du président Macky Sall après le pont. Le pont. Parce que pour moi, c'est un projet parfait. Qui va régler beaucoup de problèmes dans la capitale. Vivement que ça arrive rapidement, parce qu'entre-temps, ça étouffe quand même. Oui, les dégâts sont énormes, mais quand même, je sais que la solution va être aussi importante que les dégâts créés avant. Pourquoi? Parce que voilà un moyen de transport qui va permettre à certains de quitter Dakar, de pouvoir vivre dans la banlieue. Et donc, ça va un tout petit peu augmenter le prix du logement de la banlieue, parce qu'on n'a plus besoin de venir de vivre à Dakar, ça c'est clair. C'est-à-dire que tu peux quitter la banlieue, 30 minutes tu arrives à Dakar, tu n'as plus besoin de... C'est le prolongement quand même du TER. C'est pas la même chose. Oui, mais c'est son prolongement quand même. Il y a quand même un link quand même. Mais c'est ça, si le TER aussi quitte la banlieue pour arriver à Dakar, mais à un échelon pas aussi diversifié que le BRT quand même. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on avait quelque part une compagnie comme Dakar Demdik qui gérait le TER... Mais certainement, ça va rentrer dans la configuration après. C'est par étapes, non? Mais ou bien malheureusement, c'est des entreprises différentes. Il y a le BRT, il y a Dakar Demdik. Dans sa configuration juridique? Malheureusement. Oui. Mais il faut avoir une politique d'infrastructure routière. Oui. BRT, sur la cartographie, oui. Mais BRT, par exemple, va dans tout son chemin, il va quelque part changer tous ces quartiers-là. Oui. Jusqu'à la banlieue. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de vivre à Dakar pour travailler à Dakar. Maintenant, quand le BRT desserve, est-ce qu'il y a des bus qui sont préparés à faire l'autre truc? Oui, mais certainement. Et évidemment même. S'il y avait... Non, mais oui, si c'était Bamba Diagne. C'est ça la cohérence. Mais s'il y avait une seule entreprise qui gérait ça, mais c'est deux entités différentes. C'est quoi l'objectif du BRT? Mais le Dakar Demdik peut dire que non, mais moi, c'est pas mon objectif. Moi, le directeur de Dakar Demdik, on m'a nommé pour faire des résultats. Voici les trucs que j'ai choisis. Les itinéraires? Les itinéraires que mais ça va revoir un peu, justement, la planification de ces itinéraires-là. Mais l'harmonisation, c'est harmoniser, BRT ici et Dakar Demdik là-bas. Comme le disent les Anglais, it doesn't make sense. Maintenant, tout ça, c'est un travail. Parce que moi, je pense que ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir amener les gens de la banlieue, de desservir. Et en plus, avant qu'on arrive à l'exploitation du BRT, de réfléchir aux transporteurs qui vont perdre 300 000 clients, parce que ces 300 000 personnes, c'était des clients, des
petits transporteurs. C'est quoi les... Voilà, des taximans, des cars. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Et c'est comme ça, c'est ça un État. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à l'application du business, on voit quelles sont les conséquences à court, moyen terme. Parce que il y a des bus, il y a des taximans, il y a du transport en commun qui faisaient le job. Parce que BRT, c'est 300 000 personnes. Oui. 300 000 personnes. De Guédiawaye à Dakar, c'est énorme. Donc ça veut dire parce que démographiquement, c'est parce que le taux démographique de cette partie-là est aussi important. Oui, c'est pour cela que c'est intéressant. Donc l'opportunité de la création de BRT est pertinente. C'est magnifique. Oui. Moi, je dis que parce que moi tous les projets, je les analyse financiers, le coût et l'opportunité. Oui. Vous n'avez pas le même accord que le TER. Ah non, pour vous dire, BRT c'est 300 et quelques milliards, 300 000 passagers. Le TER c'est 1000 milliards, moins de 46 000 passagers. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça le problème. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas la même chose. Et en plus, ça veut dire que ça va rehausser la valeur et la qualité, puisque du point de vue environnemental aussi, avec le solaire, avec toutes les commodités. C'est une très bonne infrastructure. Et je pense que là, maintenant, il faut qu'on commence à réfléchir sur les pertes d'emplois que cela va créer. Parce que on crée l'infrastructure, mais l'État, c'est nous tous. L'État doit aider à ce que tout le monde s'en sorte. Se retrouve. Voilà. Maintenant, si on crée, oui, c'est bon, tout le monde applaudit, mais les conséquences, c'est maintenant qu'on doit commencer la réflexion. Parce que avoir un État stratège aussi, c'est ça. C'est-à-dire, pour chaque politique, essayer de régler le problème des uns et des autres. Oui. Mais parfois, on aide quelqu'un et on oublie les autres. Et il faut qu'il y ait après des combats, des manifestations pour prendre en compte. Parce que 300 000 passagers jour, les conséquences seront terribles pour certains qui avaient acheté des cars, des moyens de transport pour les autres. Oui, voilà qui nous amène quand même à réfléchir sur le modèle économique. Le modèle économique sous l'angle d'impact sur le citoyen. On a parlé aujourd'hui de la vie chère au Sénégal. On a parlé aussi de l'immobilier également, de ce point de vue. On a même parlé de baisse du coût du loyer également. Des initiatives sont prises, difficiles à réaliser le résultat attendu. Pourquoi ? Parce que simplement, le BRT peut impacter sur le prix du logement. Le BRT. Parce que beaucoup qui vivaient à Dakar, qui dépensaient trop cher, peuvent aller à la banlieue, 30 minutes, arriver à Dakar. Donc, si le transport règle ce problème-là, certains n'auront plus ce besoin de vivre à Dakar où on paye 2 ou 3 fois plus cher. Ça, c'est un. La deuxième chose, si l'État veut jouer sur le prix du logement, mais les logements sont ici, les personnes augmentent, le logement n'augmente pas comme les personnes, comme les familles. Maintenant, si l'État mettait en place une politique avec les logements, les 100 000 logements même, mais les 100 000 logements, quel est le link des 100 000 avec logements les moyens de transport? Le BRT. C'est-à-dire que là où démarre le BRT, si l'État construisait 2 000, 3 000 ou 4 000 logements à côté, où les gens vont faire 200, 300 mètres pour prendre le BRT, mais tu vas casser le prix du logement à Dakar. C'est clair. Parce que les gens viennent à Dakar, parce que simplement l'embouteillage, mais on ne peut pas... est monstre. Donc les gens essaient d'habiter en fait à côté du lieu de travail. Et donc c'est un marché de l'offre et de la demande. Si tout le monde va avoir un logement à côté, mais les locataires vont chercher aussi. Alors, Khalid Bambadiagne, vous êtes économiste. On a parlé quand même de la construction justement de l'autoroute à péage. On a également parlé du TER. Aujourd'hui, le BRT. Il a toujours été question de l'économie du temps. Aujourd'hui, que nous réserve l'impact sur le plan économique avec justement une telle organisation de notre transport? Non, l'impact va être positif, ça c'est clair. L'impact va être très positif parce que le problème que nous avons est que aussi... Parce que les embouteillages nous entraînaient quand même un coût énorme en termes de pertes. Entre griffes, entre guillemets. Parce que c'était une étude de la Banque mondiale de 99 qui disait au Sénégal
l'embouteillage vous coûte 100 milliards par an. Oui. Jusqu'à présent, le malheur est que nos États ne mettent pas à jour ces genres de travaux, ces genres d'études. Tout le monde dit que oui, les embouteillages nous coûtent 100 milliards. Mais depuis qu'on commence à faire ces infrastructures lourdes-là, je ne connais pas une infrastructure qui a réduit les embouteillages au Sénégal. Vous voyez les ponts. Moi, j'habite juste à Cité Keur Gorgui, au rond-point Cité Keur Gorgui. Avant le rond-point, il y avait des embouteillages. Après le rond-point, il y a plus d'embouteillages même. Ah oui? Ah oui, il y a plus d'embouteillages au rond-point. Oui, mais est-ce que c'est pas à cause des travaux? Mais non, ça n'a rien à voir. Ah oui? C'est-à-dire que le problème est que ça ne veut pas dire que vous mettez un pont, vous réglez les embouteillages. Ça, c'est clair. C'est des études sérieuses. Pour moi, c'est pour cela que je vous dis que quand on gère un État, on ne fait pas ce qu'on veut. On prend le temps, on réfléchit sérieusement. On se donne le temps de réfléchir. Et pour moi, ce qui manque, c'est quoi? Si on a un autre président en 2024, la première chose, c'est quoi? Vous écartez celui-ci. Tabula rasa. Voilà, je ne veux vous pas. Vous écartez celui-ci. Ah non, il a fait 2 mandats. Bon, c'est lui qui avait dit qu'il va faire 2 mandats, donc on va être. Mais l'autre va dire que non, si je laisse même les prémices ou bien les chantiers du président Macky Sall, demain, les gens du parti de Macky Sall vont dire que oui, c'est Macky Sall qui avait commencé. Donc il faut faire une tabula rasa pour commencer autre chose. Et depuis 2000, c'est la même chose. On commence toujours, on recommence. C'est pour cela que c'est seulement en Afrique que vous entendez ce terme. Nous sommes les premiers, le président est le premier à faire ça. Nous sommes le premier. Mais non, on a un État qui a 63 ans. 63 ans, c'est rien dans la vie d'un État indépendant. Mais quand on doit construire, on doit accepter de construire ensemble et à long terme. À long terme, maintenant, chaque président apporte une pièce à l'édifice. Malheureusement, c'est ce qui manque. Malheureusement, c'est ce qui manque, mais aujourd'hui, venons-en à l'emploi et à l'habilité des jeunes. Autant d'infrastructures devraient permettre à résorber le déficit du chômage au Sénégal. Oui. Comment réfléchir sur les offres en termes de politique pour faire face au chômage? Mais c'est que le problème est qu'on prend mal le problème du chômage au Sénégal. Moi, je dis souvent que le terme employabilité, parfois je me bats souvent avec les gens du secteur privé, je leur dis que qu'est-ce que vous avez comme métier à offrir que les jeunes Sénégalais ne peuvent pas faire? Moi, jusqu'à présent, je me pose cette question. Ah oui? On vous parle souvent, oui, la formation, il n'y a pas une adéquation entre la formation et l'emploi. Oui. Qu'est-ce que vous avez que là, les jeunes c'est la ne peuvent chanson. pas faire? Voilà. Oui. Mais non, qu'on nous dise, moi je suis enseignant, qu'est-ce que vous voulez que aujourd'hui les écoles sénégalaises ne forment pas? Vous savez, en matière de business, le travail, une partie c'est l'école, on te forme pour avoir les skills, les compétences, mais c'est dans l'entreprise qu'on te moule pour avoir ce qu'on veut. Tout à fait. Oui, la connaissance. Oui. Il appartient aux entreprises de mettre des updates, des mises à jour, mais pour que les gens s'adaptent au contexte. Mais on a tellement parlé, et deviennent performants. Voilà, on a tellement parlé de l'inadéquation, après on vient avec l'employabilité. Pour moi, tous ces termes-là, c'est des termes fourre-tout. S'il y a de l'emploi, les gens vont travailler. Maintenant, comment créer de l'emploi au Sénégal? C'est la question. Mais le pont de Fann ou de Sacré-Cœur a été fait par une entreprise sénégalaise. 15 ans après, les ponts sont faits par des Chinois. Quel est le problème pour vous? Mais quand tu donnes le marché à une entreprise étrangère, mais tu ne peux pas créer de l'emploi durable. C'est-à-dire qu'il faut aider tes entreprises. C'est-à-dire qu'il faut coacher tes entreprises. Il faut que nos États comprennent que quand on donne des marchés à ces entreprises, on n'aide pas l'entreprise, on aide l'État. Parce qu'on permet à l'État d'avoir dans sa gouvernance des entreprises qui ont une référence pour pouvoir construire même dans d'autres pays. Oui, c'est ça. Mais malheureusement, si votre entreprise ne peut pas avoir de référence dans votre propre pays, comment elle peut compétir en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin? Et le grand problème que nous avons, c'est ça. C'est-à-dire que on n'aide pas nos entreprises à avoir des références. Après, on vous dit tout et n'importe quoi. Et pourtant, ça a été le cas avec nos architectes qui se déplaçaient à travers l'Afrique, un peu partout. Autant, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais aujourd'hui, ça va être compliqué. Ça se faisait. Parce qu'ils n'ont plus de référence. Qu'est-ce que vous avez construit? Oui, on va en compétition en Côte d'Ivoire. On vous demande,
Mais le monument de la Renaissance, c'est une belle infrastructure, finalement, non? Mais Oui. l'économiste, lui, il va toujours te poser une question: à quel coût? Par rapport aux avantages. Mais c'est exploité aussi. Le monument est bien exploité. C'était pas mal, mais par rapport au coût, le monument, ça va être extrêmement compliqué. Mais bon, plus ou moins, c'est 13 milliards, c'est pas beaucoup d'argent. Oui, jusqu'ici, certainement, ça doit être... Mais l'entretien même du monument, vous voyez que ça pose problème. Mais c'est visité, hein? Les touristes visitent l'infrastructure. C'est très intéressant. Oui. C'est très intéressant. Oui. Sauf que oui. il faut toujours mettre en place des mécanismes, des stratégies pour que tous les marchés soient gagnés par des entreprises nationales. Et même si vous pensez que les entreprises nationales n'ont pas à même les capacités financières, surtout. Capacités financières, c'est relatif. Hein. Okay. L'argent ne pose pas problème toujours. C'est quoi alors? Mais capacité technique de faire certaines choses, mais créer des joint ventures, c'est-à-dire que tu cherches des links avec d'autres entreprises étrangères pour après, la prochaine fois, permettre aux Sénégalais de pouvoir faire le même job. Aujourd'hui, le TER, on va prendre des mécaniciens de SNCF pour gérer le TER, alors que tu avais des mécaniciens avec, comment dirais-je, le train sénégalais, autant chemin de fer. Maintenant, qu'en est-il des mécaniciens du chemin de fer? Quel est le link entre les mécaniciens du chemin de fer et le TER? On va te dire, oui, le TER est plus sophistiqué. Mais non, un mécanicien, vous le mettez à jour quelque temps, il sait le faire. Mais il faut que les gens arrêtent de diaboliser les choses, de montrer que c'est très compliqué, c'est très complexe. On nous crée des mots tous les 10 ans, je le dis souvent aux étudiants. Dans les années 60, on était des pays pauvres très endettés. Rien n'a changé, on dit que maintenant il faut enlever l'endettement, on dit pays pauvres. Rien n'a changé, on dit qu'il faut des pays sous-développés maintenant. Rien n'a changé, on dit que il faut dire maintenant pays en développement. Rien n'a changé, on parle de pays émergents. On reste des pays pauvres très endettés. Ça veut dire que les gens utilisent des termes pour rendre les choses compliquées. À chaque fois quand on dit employabilité, je dis sous cap. Ici, nous sommes tous des responsables, nous dirigeons quelque chose, mais à chaque fois que tu veux un produit X, c'est toi qui mets la main dans la pâte, forme pour lui rendre encore plus compétitif. Et là, ça nous permet quand même de revenir sur le schéma de développement. On parle de modèle de développement. Aujourd'hui, on est en 2023. Il y a des modèles. Sous Senghor, le modèle senghorien, sous Abdou Diouf, le modèle Diouf, le modèle Wade, aujourd'hui le modèle Sall. Oui, vous êtes économiste et vous avez traversé également ces modèles. Quel regard portez-vous sur la perspective? Quels ont été les obstacles, les contraintes pour quelle perspective économique? Non, moi ce que je crois, c'est le Sénégal d'abord. Le patriotisme économique. Non, c'est une Diallo, obligation. Ça c'est un slogan de Diallo de Tekki. C'est une obligation. On ne peut pas continuellement développer une économie en se focalisant sur quelque part l'exportation de la main-d'œuvre, l'importation des produits. Il faut réfléchir sérieusement sur le secteur primaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a acheté, j'ai vu que pendant le 4 avril, on a montré des drones qui lancent des lacrymogènes. Dans d'autres pays, on a des drones qui arrosent, des drones qui livrent des produits médicaux. Pour le développement. Pour le développement. Non pas pour la répression. Pour la répression. C'est là. Ça dit que nos hommes politiques sont tellement à la recherche phaustienne du pouvoir qu'ils oublient que l'idée ici, c'est parce que les jeunes là, s'ils trouvent du travail, mais ils vont se préoccuper d'autres choses. Mais malheureusement, on laisse un secteur qui héberge 70% des Sénégalais, mais tel quel. Je vous dis, chaque fois qu'on te parle de PSE, Plan Sénégal émergent, pose ce que vous le dites la question. En 1960, ce secteur-là apportait même 22 à 23%, le secteur primaire. Aujourd'hui, on est à 17%. Et il y a le même nombre de Sénégalais dans ces secteurs-là. Donc, quel est l'impact du Plan Sénégal émergent sur la pauvreté au Sénégal? C'est-à-dire que là où se trouvent les pauvres, le secteur primaire, est-ce que la contribution du secteur primaire a changé? Non. Est-ce que le nombre de personnes a diminué? Non. Il y a le même nombre de personnes et ça diminue. Et c'est là où on
n'aide un pays à réduire les inégalités. Moi, je pense que il faut avoir une économie inclusive, une économie endogène, avoir aussi démystifier le blanc, démystifier les entreprises étrangères, savoir qu'on ne construit un pays qu'avec les nationaux. Et cela nous renvoie au leadership. Tout à fait. Quel leader? Mais il nous faut quelque part, c'est pour cela que moi je rêvais d'une année 2023, une année de présentation des présidentiables, pour qu'on puisse avoir le courage de choisir le meilleur président. C'est là où se trouve tout le travail. Parce que 62 ans... Les amener à projeter des programmes aux citoyens au soir de la présidentielle de février 2024, de pouvoir fonder son choix. C'est son choix, mais avec l'aide des journalistes, des intellectuels, parce qu'on a besoin de challenger les présidentiables pour voir ceux qui ont quelque chose. Aujourd'hui, ce que j'apprécie dans cette classe d'hommes politiques, c'est qu'ils produisent des livres. Moi, j'ai lu tous les livres des hommes politiques. Ça fait plaisir de voir que les gens écrivent, les gens proposent. Mais malheureusement, on ne débat pas sur leurs écrits. On est là, celui-là doit partir, celui-là ne doit pas partir, mais c'est extraordinaire. On mérite, le Sénégal mérite, après 62 ans, d'être toujours le pays pilote en Afrique en termes de démocratie, en termes de développement. Parce que si ça marche au Sénégal, ça va marcher pour les autres pays africains. Mais cette génération-là qui ne connaît pas l'indépendance, qui ne connaît pas la colonisation, qui ne connaît pas l'esclavage, mérite de lancer les rampes du développement. On est à l'heure de la révision des inscriptions. Les primo-votants sont en train d'aller dans les bureaux pour s'inscrire. Aujourd'hui, comment voter? C'est le produit d'un de vos ouvrages. Aujourd'hui, oui, il y a nécessité de clarifier le vote aujourd'hui en perspective de 2024. Mais oui, et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on constate que les jeunes maintenant ont une conscience politique. Les jeunes ont une conscience politique. Et je dis au pouvoir que ce n'est pas la police, la gendarmerie, le tribunal, le juge, tout cela qui va régler ce problème-là. Il y a une conscience politique. Il faut apporter une réponse au problème de ces jeunes-là. Parce que ces jeunes-là ne sont pas aimés en France, ne sont pas aimés aux États-Unis, ne sont même pas aimés dans les pays nordiques. Ils pensent que maintenant, le problème, on va le régler à l'intérieur du pays. Et la plupart d'entre eux sont dans l'entrepreneuriat. Mais tout à fait. Oui. Mais qui les aide, qui les protège. Qui les aide, qui les protège. Parce qu'ici, tout est fait pour, quelque part, favoriser les grandes entreprises étrangères. Et malheureusement... C'est des jeunes qui s'émancipent. Hein? Mais c'est ça le problème. C'est pour cela que a raison, quand même. Cette conscience politique-là qui mérite d'être lue avec beaucoup plus de froideur. Mais je pense que ce n'est pas la violence qu'on va régler le problème de cette jeunesse-là. Cette jeunesse parle à voix haute. Je pense qu'il faut écouter cette jeunesse-là. Il faut essayer d'apporter une solution. Et la solution, nous autres, les esprits compétents, vous les journalistes, c'est de permettre à ces hommes politiques, à ces programmes, de corriger leur programme avant d'arriver au pouvoir. Parce que je vous dis une chose, un président puissant, le président Macky Sall va être le dernier président super puissant. Pourquoi? Parce que simplement ces jeunes-là, les jeunes que je vois tous les jours, les jeunes que je vois, la détermination de cette jeunesse-là, maintenant, ils ne se contenteront plus d'être dans un pays souverain, mais ils seront surveillants du prochain dirigeant. Oui, mais si vous avez parlé de hyperpuissant, de président hyperpuissant, cette superpuissance présidentielle a atteint ses limites. Mais je pense que c'est fini, parce que le niveau de conscience politique de ces jeunes-là est extraordinaire. Ces jeunes sont extrêmement conscients sur le plan politique et ils n'ont plus peur. Il y a tellement d'arrestations, tellement de réprimades que les jeunes n'ont plus peur et c'est dangereux pour un pays. C'est dangereux pour un pays. Je vous donne l'exemple le plus simple. Moi, je ne connaissais pas la différence entre nous, avocats, magistrats, procureurs, tout ça, juges. Mais quand je regarde la télévision, des jeunes prisonniers racontent l'histoire, première instruction, juge, deuxième instruction. Je connais le nom des généraux maintenant. Ça me fait peur. Ah oui? Ça me fait peur parce que je me dis que pour nous, c'était des sujets même à la limite pudiques. On n'en parlait pas. Donc, le problème de cette jeunesse-là, c'est pas par la force qu'on va le régler. Il faut discuter, il faut proposer, il faut changer de façon de gouverner, parce que ces jeunes-là n'accepteront jamais d'être gouvernés comme on a gouverné leurs parents. Et cela par un État intelligent, par un État stratège. Merci en tout cas. C'est moi.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Excellent dimanche à toutes et à tous et un grand bravo à l'équipe digitale à la tête, Alioune Badara Socé. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé Dai